On va donc passer maintenant la parole à la dernière intervention, celle de Myriam Gablier, qui va donc nous parler de, entre guillemets, de réincarnation. Alors, bien sûr, j'aimerais tout d'abord remercier le conseil d'administration de la Fondation Au Stade El Aï et M. Marc Vivic pour leur chaleureuse invitation. Il me semble avoir compris que ce qui intéresse la Fondation est qu'une auteure journaliste vienne poser un regard mesuré sur l'hypothèse de la réincarnation. Mon discours résulte ainsi principalement d'une enquête journalistique. Et plutôt que de parler de réincarnation, il me semble plus judicieux de mobiliser le terme de renaissance dans son sens le plus générique. Car le concept de réincarnation, bien qu'il soit passé dans le langage courant, est en réalité un terme qui sous-tend déjà une vision particulière de la Renaissance. En effet, il a été inventé au XIXe siècle, puisqu'il apparaît en 1857 dans le Livre des Esprits, écrit par Allan Kardec, un des fondateurs du spiritisme. Par la suite, il est inscrit au dictionnaire Larousse en 1875. La réincarnation est donc une conception tardive de la Renaissance dont André Couture, professeur à la faculté de théologie de l'Université de Laval au Québec et auteur de La réincarnation au-delà des idées reçues, dit qu'elle porte en elle les empreintes des valeurs les plus prisées de la société contemporaine. La réincarnation se focalise notamment sur le progrès d'une âme individuelle et les notions à relever ici sont celles de progrès et d'individu. Or, on ne le dira jamais assez, il existe de nombreuses autres appellations et scénarios décrivant différemment le sujet et les rouages d'une éventuelle renaissance. Il y a en fait autant de versions de la Renaissance que de cultures, voire d'auteurs qui l'ont pensée. Nous avons par exemple hérité de la Grèce antique des termes de palingénésie, plus tardivement de métempsychose, parfois de métensomatose, puis nous avons parlé de transmigration, d'éternel retour, et je ne m'aventure pas vers les appellations en provenance d'autres cultures, elles sont nombreuses. Donc de manière à couvrir notre hypothèse de manière suffisamment large et neutre, je choisis le terme générique de Renaissance. Et nous pouvons comprendre que la Fondation Au Stade El Aï soit venue vers une journaliste pour traiter d'une telle question. La Renaissance est un sujet très délicat sur lequel peu d'universitaires s'aventurent et sur lequel même les chercheurs en parapsychologie restent très sceptiques. En effet, le monde de la parapsychologie réfute en grande majorité l'hypothèse de la survie au-delà de la mort, pour soutenir l'hypothèse de l'existence de capacités psy, de capacités extrasensorielles, latentes chez l'être humain et potentiellement chez tous les vivants. Pour la plupart des parapsychologues, les souvenirs de vie antérieure sont le résultat de phénomènes télépathiques, de clairvoyance, de clairaudience, et non le résultat de la renaissance d'une âme ou du souvenir de mémoires antérieures. Le concept de superpsy reste donc l'alternative majeure à l'hypothèse de la Renaissance. Toutefois, répond-il aux questions profondes que soulève ce sujet? Ce que l'on peut déjà dire est que Stephen Brody, professeur de philosophie à l'Université de Maryland aux États-Unis, chercheur en parapsychologie et auteur de Immortal Remains, The Evidence for Life After Death, indique que l'hypothèse de la survie de l'âme pourrait finalement expliquer de manière plus directe les témoignages de Renaissance. Le débat reste donc ouvert. Ce préambule signale ainsi que le sujet de la Renaissance est un sujet qui demande beaucoup de précautions. Au-delà du fait que cette hypothèse questionne nos conceptions de la mort, de la survie d'un sujet ou d'une chose psychique, d'un au-delà, de la possibilité d'un retour de ce sujet ou de cette chose, et qu'elle questionne donc au passage nos conceptions de l'espace-temps et de l'évolution, l'hypothèse de la Renaissance nous oblige aussi à penser la réalité même de l'être ou de la chose qui transmigre. Que sont le corps et les notions de matière et d'énergie? Que sont la psyché et les notions d'information et de conscience?
Autant dire qu'elle nous met face à des questions abyssales. C'est peut-être pour cela que, contre vents et marées, j'aime l'étudier. Mais une autre raison de l'examiner est aussi que de nombreux sondages effectués dans différents pays d'Europe et d'Amérique indiquent que 25 à 30% de la population occidentale se prononce en faveur de l'hypothèse de la Renaissance. Cela veut dire qu'un Français sur 4 s'y intéresse au minima. Comme l'indique André Couture, sur qui je vais m'appuyer à plusieurs reprises, qu'on accepte la réincarnation, qu'on la rejette ou qu'on y soit indifférent, il faut reconnaître qu'elle occupe une place importante parmi les croyances modernes. Je vais alors vous présenter certaines données importantes sur les témoignages spontanés d'enfants, sur les expériences souvent provoquées d'adultes et sur les apports des grandes traditions philosophiques, spirituelles et religieuses à propos de la Renaissance. Je tenterai également d'éclairer cette hypothèse depuis différents paradigmes philosophiques, le matérialisme qui réduit donc tout à la matière, le dualisme qui sépare la matière et l'esprit, et un éventuel monisme intégral nommé par le philosophe Hans Jonas, qui serait capable d'unir la matière et l'esprit dans un troisième niveau d'être plus élevé. Enfin, j'aborderai la question du sujet de cet éventuel phénomène, afin de voir combien l'hypothèse de la Renaissance vient nous questionner, nous, les vivants, sur qui nous sommes. Car s'il y a renaissance, est-ce la renaissance de quelqu'un? Et si oui, de qui? Et en quel sens? En mai 2000, les cauchemars commencent. James vient tout juste de fêter ses 2 ans. Il se réveille la nuit en se débattant et en criant « Avion en feu, peut pas sortir ». Pendant les mois qui suivent, les cauchemars reviennent jusqu'à 5 fois par semaine. James se souvient avoir été un pilote américain portant le même prénom, mort dans un avion militaire en feu car descendu par les Japonais. Son corsaire aurait décollé d'un porte-avions nommé le Natoma, qui aurait été posté à proximité de l'île d'Iwo Jima, que James reconnaît sur une photo. Alors qu'il a entre 2 et 4 ans, le petit garçon donne de nombreux détails concrets sur le fonctionnement technique des avions, sur la bataille aérienne dans laquelle il serait mort, ou encore le prénom et parfois le nom de famille de ses soi-disant collègues soldats. Le problème, c'est que tous ces faits sont confirmés par les archives de l'armée américaine. Un pilote, du nom de James, et dont les collègues portaient les prénoms et les noms annoncés, pilotait un corsaire au départ du porte-avions le Natoma Bay, posté à proximité de l'île japonaise reconnue. Par ailleurs, la description du combat aérien correspond au schéma archivé par l'armée. Le cas de James Henninger fait partie des cas les plus solides et les plus documentés que j'ai rencontrés, souligne le psychiatre Jim Tucker, qui le décrit en détail dans son ouvrage « Histoire extraordinaire, des enfants se souviennent de leur vie antérieure ». Jim Tucker est le continuateur des recherches menées par l'incontournable Ian Stevenson. Le docteur Ian Stevenson était directeur du département de psychiatrie de l'Université de Virginie aux États-Unis. Il a étudié les témoignages spontanés d'enfants dont les souvenirs semblent se rapporter à la vie de personnalités décédées pendant plus de 40 ans et sur pratiquement tous les continents, sauf l'Antarctique. Ian Stevenson et ses collègues ont recueilli des témoignages de première main, effectué des tests psychiatriques sur les enfants et les proches, mené d'importantes recherches administratives, fouilles dans les dossiers médicaux, rapports d'autopsie, dossiers judiciaires, et bien sûr, ils ont constamment traqué les paramètres qui invalident l'hypothèse de la Renaissance. Et sur des dizaines de milliers de cas analysés et passés au crible de critères sévères, ils ont sélectionné au final 2500 témoignages qui semblent être en faveur de l'hypothèse de la Renaissance. Ce qui caractérise ces données, c'est que des traces de personnalités décédées, qui semblent correspondre aux témoignages des enfants, ont souvent été retrouvées. Il est donc possible pour les chercheurs de faire des comparaisons et des statistiques.
Ainsi, ils ont trouvé que les enfants commencent à témoigner en moyenne à l'âge de 25 mois et qu'ils oublient leurs souvenirs vers 5-7 ans. Ils remarquent qu'il y a généralement une correspondance probante entre les traits psychologiques des enfants et ceux des personnalités dites antérieures. Les caractères, les goûts, les phobies, les connaissances, les savoir-faire. Et que 90% des enfants sont du même sexe que la personnalité dite antérieure. Un fait intéressant, il semble y avoir une proximité géographique et temporelle entre l'existence de l'enfant et de la dite personnalité antérieure. 90% sont du même pays, beaucoup de la même région, 25% de la même famille. Et la durée moyenne entre la mort des personnalités dites antérieures et la naissance des enfants est de 16 mois. Il faut toutefois noter qu'ici, les personnalités dites antérieures sont souvent décédées de mort soudaine, accidents, maladies, crimes. Ces cas pourraient ne pas être représentatifs de situations dans lesquelles la mort serait abordée plus sereinement. Un autre fait étonnant, 20% des enfants parlent de leur expérience de l'entre-deux-vie, de ce qu'ils auraient vécu entre la mort de la personnalité dite antérieure et leur naissance. Ils décrivent parfois leurs funérailles, les espaces qu'ils auraient visités et le choix de leurs nouveaux parents. Et à cela, il faut ajouter l'épineux dossier des marques de naissance, qui a fait l'objet d'un ouvrage de 2200 pages écrit par Ian Stevenson, dont une partie seulement est traduite en français sous le titre de « Réincarnation et biologie, la croisée des chemins ». Stevenson démontre, avec photos et documents officiels à l'appui, que certains enfants portent à la naissance des marques physiques qui correspondent précisément aux blessures ou aux maladies dont la personnalité antérieure est notamment décédée. Ainsi, le Dr Stevenson, dont le travail fut publié par de nombreux journaux prestigieux, comme le Lancet, laisse une somme de données qu'il faut bien qualifier de déroutantes. Cependant, il conclut son dernier article en disant « Ne laissez personne penser que j'ai la réponse, je cherche encore ». Alors, que faire de ces cas? Les chercheurs ont examiné les possibilités de fraude, de psychopathologie, de cryptomnésie, retour de souvenirs enfouis, de mémoire génétique, mais surtout, ils ont étudié attentivement la piste des perceptions extrasensorielles. Les sujets pourraient accéder télépathiquement à des mémoires de vie qui appartiennent effectivement à des temps anciens, mais qui ont été vécus par des personnes bel et bien décédées. Ce que Stevenson et ses collègues ont trouvé, c'est que 26% des enfants font preuve de capacités extrasensorielles. Ils se sont alors demandé pourquoi les 74 autres pourcents ne se souviennent que de la vie d'une seule personne qui se trouve être décédée quelques mois avant leur naissance. Ils se demandent également pourquoi les personnes qui sont extrasensorielles ne se souviennent, elles, généralement pas de leur vie antérieure. Et surtout, que faire des marques de naissance? Les chercheurs indiquent que les expériences extrasensorielles et les témoignages de renaissance pourraient être deux phénomènes différents. Une autre source de données en faveur de la renaissance est l'accumulation de témoignages d'adultes ayant retrouvé des souvenirs de vies antérieures. Ces témoignages sont souvent obtenus grâce à des techniques régressives comme l'hypnose, grâce à ce qu'on appelle les technologies du sacré, comme la transe, le jeûne, la méditation, ou encore grâce à des pratiques divinatoires comme la voyance, la médiumnité, l'astrologie karmique. Ces données, très nombreuses, sont toutefois discutables. D'une part, les dispositifs permettant l'émergence de ces souvenirs sont exposés au biais des perceptions extrasensorielles. D'autre part, ces témoignages n'offrent généralement pas suffisamment de détails tangibles, vérifiables par la suite. Notons toutefois qu'il existe à travers le monde des centaines de milliers de cas d'adultes ayant retrouvé des souvenirs étranges dont le contenu semble être directement relié à leur vie intime actuelle. Par ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont guéri de pathologies importantes à la suite de ces retrouvailles.
Enfin, comme source de données en faveur de la Renaissance, il y a de toute évidence tout ce qui est rapporté par les traditions philosophiques, spirituelles et religieuses. C'est la source de données la plus importante. L'ouvrage Reincarnation, The Phoenix Fire Mystery, compilé par Sylvia Cranston, comprend des centaines d'extraits de recherches en anthropologie, ethnologie, histoire et littérature. Le Dr Jim Tucker indique que c'est le document le plus référencé sur l'histoire de la Renaissance. André Couture, de son côté, signale que l'auteur sympathise avec les visées théosophiques qui soutiennent l'hypothèse d'une Renaissance et qu'il pourrait donc y avoir un biais. Toujours est-il que ces extraits semblent montrer que l'idée de la Renaissance a été ou est présente dans un grand nombre de cultures tout autour du monde. En Asie, bien sûr, avec notamment l'hindouisme et le bouddhisme, mais aussi en Océanie, comme en Australie, où, je cite, « Dans toutes les tribus sans exception, il existe une profonde croyance dans la réincarnation des ancêtres », expliquent les anthropologues Baldwin Spencer et Francis Gillen. En Afrique aussi, je cite, « Les études effectuées par les anthropologues et autres écrivains sérieux dans de nombreuses parties d'Afrique, surtout ces 40 dernières années, ont révélé une croyance profondément ancrée dans la réincarnation, signale Geoffrey Parinder, professeur d'études comparées des religions. Et en Amérique, je cite encore, « Cette doctrine incroyable qu'est la réincarnation, dont certains ont affirmé qu'il était assurément impossible qu'elle soit connue des Indiens d'Amérique, est en fait une de leurs convictions la plus ancrée, indique le professeur Daniel Brinton, archéologue et ethnologue. Et contre toute attente, en Europe aussi. Une anecdote qui est souvent citée est que Jules César se plaint dans ses commentaires sur la guerre des Gaules du fait que les Gaulois ne craignent pas suffisamment la mort. Il écrit « Le point essentiel de l'enseignement des druides, c'est qu'ils ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. » S'il semble légitime de souligner que l'idée minimale de la Renaissance a été répandue à travers les continents, il convient aussi de rester prudent quant à l'interprétation que l'on fait des données historiques. Par exemple, les Celtes croyaient-ils réellement à une Renaissance généralisée ou à la possible transmigration de certains sujets exceptionnels? Les experts ne sont pas unanimes. Aussi, une tradition peut ne pas penser la Renaissance à un moment donné et l'accepter à un autre. En ce qui concerne l'hindouisme, il se trouve que la partie la plus ancienne des Védas, dont la rédaction aurait été effectuée de moins 1700 à moins 1200 avant Jésus-Christ, ne fait aucune allusion à la Renaissance. C'est dans les Upanishads, écrits de moins 700 à moins 300 avant Jésus-Christ, que l'idée de transmigration se manifeste clairement. Notons au passage que le bouddhisme, qui émerge vers moins 400 avant Jésus-Christ, à une période où l'idée de la Renaissance est admise, reconnaît le phénomène, mais le pense toutefois sans âme, comme nous le verrons. En ce qui concerne la Grèce antique, ni la croyance en l'immortalité de l'âme, ni l'idée de vie successive ne sont présentes avant moins 500 avant Jésus-Christ. Puis elles sont pensées par des philosophes comme Pythagore, Platon et de nombreux néoplatoniciens. Et notons au passage que le christianisme, qui émerge à une période où la croyance en la Renaissance est répandue dans la culture grecque, n'adhère pas à cette hypothèse et propose la doctrine de la résurrection. André Couture précise « S'il y a eu des chrétiens réincarnationnistes, ils ont été étrangement minoritaires et donc déjà en marge de la grande Église. » La question se pose aussi de savoir si nous avons affaire à des élaborations conceptuelles qui correspondraient à une certaine phase de l'évolution cognitive de l'humanité, ou si nous avons affaire à des interprétations en quelque sorte atemporelles de faits empiriques persistants. Pour le dire autrement, nous devons au moins une fois nous poser la question: la Renaissance est-elle réelle ou est-elle une interprétation d'une réalité autre pour laquelle nous possédons de nouveaux modèles? Le débat reste ouvert. En conclusion de cette partie, précisons tout d'abord qu'une accumulation d'évidences, aussi sérieuse soit-elle, ne prouve rien. Cependant, nous sommes à l'heure d'aujourd'hui en possession d'une somme importante de données qui semblent être en faveur de l'hypothèse de la Renaissance et qu'il est difficile de balayer d'un revers de la main.
Tout va alors se jouer sur l'interprétation que nous en faisons. Je pense qu'il est important de souligner d'entrée que le paradigme matérialiste ne peut par définition être adapté au traitement de l'hypothèse de la Renaissance. Ceci pour la bonne raison que le matérialisme ne traite pas des questions de l'esprit, indépendamment de leur corrélation avec une substance matérielle et notamment neuronale. Or, l'hypothèse de la Renaissance demande de concevoir la survie d'une activité psychique indépendamment d'une matérialisation physique. Bien sûr, la question se pose de la survie de corps subtils au-delà de la mort, donc de corps énergétiques, qui relèveraient des lois de la matière et que nous pourrions donc étudier scientifiquement, car en effet, de nombreuses traditions s'accordent sur le fait que le transfert du mourant à l'embryon s'opère grâce au corps subtil. Cependant, même si nous arrivions à étudier la survie de corps énergétiques, cet abord ne décrirait qu'un aspect du phénomène. Sa résultante serait la description scientifique de flux énergétiques. Mais pouvons-nous rabattre l'activité psychique, la conscience, sur l'activité de corps physique et énergétique ? La conscience émerge-t-elle de la matière et de l'énergie telle que définie par la science matérialiste ? Comme vous le savez, les neurosciences n'arrivent toujours pas à résoudre le problème difficile de la conscience, pointé notamment par le philosophe David Chalmers. La conscience reste une énigme qu'il est difficile de réduire à la biologie, donc à la matière, et même à une énergie subtile qui pourrait éventuellement se séparer d'un corps physique. Dans son essence, l'hypothèse de la Renaissance ne peut être réduite au matérialisme. Faut-il dès lors avoir recours à un paradigme dualiste qui pense le corps d'un côté et l'âme ou l'esprit de l'autre? L'hypothèse de la Renaissance, qui, comme nous l'avons vu, offre une multitude de scénarios, est majoritairement pensée dans ce cadre philosophique. Ainsi, il est souvent établi que l'activité psychique laisserait derrière elle une sorte d'enveloppe ou de véhicule terrestre afin de poursuivre son périple dans d'autres dimensions, ou pas, car certains pensent une renaissance directe pour, quoi qu'il arrive, revenir dans un nouveau corps dans lequel elle entre. Cependant, le dualisme pose un problème majeur qui, à mon sens, n'est pas assez souligné. Lorsque nous nous penchons de près sur la relation entre la conscience et le corps, autant nous voyons que le corps ne semble pas pouvoir produire la conscience, comme nous l'avons vu avec le problème difficile de la conscience, autant, à l'inverse, nous voyons aussi que lorsque le corps et la conscience sont conçus comme étant deux choses différentes, nous avons ensuite beaucoup de mal à les réunir concrètement. Or, les données cliniques, notamment produites par la psychoneuroimmunologie, mettent en évidence une véritable corrélation corps-esprit. Comme l'a par exemple démontré le Dr Candace Perth, chercheuse en pharmacologie, nos émotions produisent des molécules, en l'occurrence des neuropeptides, et ces molécules produisent des émotions. Il est impossible de savoir qui, de la poule ou de l'œuf, du corps ou de la psyché, influence l'autre. Ils sont corrélés. Il en découle que s'il est difficile de dire que c'est le corps qui produit la conscience, il est aussi difficile de dire que c'est la conscience qui anime le corps. Y a-t-il donc véritablement un dualisme corps-esprit ? J'ai axé mon mémoire de Master 2 de philosophie, supervisé par Nathalie Deprat, phénoménologue et professeure de philosophie à l'Université de Rouen, sur ce problème. En m'appuyant également sur les cours de Renaud Barbaras, phénoménologue et professeur de philosophie à la Sorbonne, je suis partie de la pensée de René Descartes pour ensuite traverser l'œuvre d'Edmond Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry et Hans Jonas. Tous ces philosophes qui partent de présupposés dualistes ont cherché à penser la corrélation entre la conscience et le corps ou le monde. Voici très succinctement la conclusion de ce long travail. Il apparaît que la phénoménologie, qui semble être un des courants philosophiques des mieux équipés pour penser l'expérience subjective consciente, pour penser la corrélation entre la conscience et le corps, n'arrive pas à résorber le clivage. Je cite un extrait de Introduction à une phénoménologie de la vie de Renaud Barbaras.
une analyse élémentaire de la corrélation, selon ses contraintes propres, nous convainc que les termes en rapport ne peuvent être inscrits dans les partitions classiques de la conscience et de l'objet, de l'esprit et du corps, du transcendantal et de l'empirique. C'est bien quelque chose comme une nouvelle sphère d'être qui s'impose à nous. Donc, si nous ne pouvons avoir recours aux partitions classiques de l'esprit et du corps, comment une âme peut-elle intégrer un corps, voire réintégrer un nouveau corps? Il semble nécessaire de nous diriger vers une vision capable d'articuler la polarité matière, corps, monde d'un côté et la polarité conscience de l'autre pour penser une nouvelle sphère d'être. Hans Jonas propose d'élaborer un monisme intégral qui, comme je l'ai dit en introduction, serait capable d'unir la matière et la conscience dans une troisième sphère d'être plus élevée. Je cite un extrait du Phénomène de la vie vers une biologie philosophique de Hans Jonas. Un retour vers l'amalgame animiste n'est pas possible. Le dualisme n'a pas été une invention arbitraire, car la dualité qu'il affirme est fondée dans la réalité elle-même. Un nouveau monisme intégral, c'est-à-dire philosophique, ne peut défaire la polarité. Il doit l'absorber dans une unité plus élevée de l'existence. Pourrions-nous alors préserver l'hypothèse de la Renaissance au cœur d'un tel monisme? C'est probable. À partir du moment où nous acceptons que la nouvelle sphère d'être est soumise à des différenciations partielles et des transformations plus ou moins cycliques, il devrait être possible de penser un cycle au-delà de ce que nous appelons la vie et la mort. Mais le débat reste ouvert. Je voudrais enfin aborder la question du sujet d'une éventuelle renaissance, car c'est peut-être à cette question qu'elle nous confronte le plus puissamment. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ou pas? Y a-t-il quelqu'un? Et si oui, qui vit, meurt et éventuellement survit? Là encore, les réponses sont diverses. Pour l'hindouisme, l'humain est au plus profond de lui-même un soi inaltérable, appelé l'Atman. Cependant, il est aussi constitué de traces psychiques subtiles qui sont relatives à ce qu'il vit. À la mort, l'Atman entraînerait avec lui les savoirs et les effets engendrés par la vie passée. Je cite André Couture, « Ces effets s'agglutinent dans le psychisme sous forme de traces subtiles qui n'attendent qu'à reprendre vie. » Nous pouvons donc déceler deux niveaux dans l'hindouisme, l'Atman atemporel et inaltérable, et des traces subtiles, instables, qui cherchent à reprendre vie. De son côté, le bouddhisme reconnaît l'existence de traces subtiles qui perdurent de vie en vie, mais il pense qu'au final, il n'y aurait rien ni personne. Couture précise qu'ici, l'existence d'une âme revêtant des corps différents est vue comme une construction de l'imagination. Le bouddhisme pense donc une renaissance de traces subtiles sans âme. Pour les Grecs, la renaissance apparaît comme un cycle dont l'âme doit sortir pour retrouver sa véritable identité. Nous sommes ici en quelque sorte en présence d'une pensée gnostique qui pense une chute de l'âme dans le monde. L'âme est enfermée dans un corps à cause d'une faute originelle, indique le philologue Erwin Rodd dans Psyché, le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance en l'immortalité. Nous sommes aussi ici en présence de deux niveaux, la nature immortelle de l'âme et sa condition incarnée. Enfin, la réincarnation qui émerge au moment où l'on pense le progrès et l'évolution, accentue l'importance de l'évolution individuelle de l'âme à travers les vies successives. Le cycle des renaissances n'est plus tant un phénomène illusoire dont il convient de sortir pour éventuellement retrouver sa nature véritable. Il est soit une sorte d'opportunité d'apprentissage dans laquelle l'âme peut apprendre à grandir pour peut-être accéder à d'autres dimensions qui ne sont pas unanimement définies, soit il est un cycle naturel et infini qui participe, comme les autres cycles, à l'évolution infinie de l'univers. Une citation de Goethe souligne cette idée d'un cycle incessant. L'âme de l'homme ressemble à l'eau, venant du ciel, montant au ciel, devant redescendre sur terre encore, changement éternel, écrit-il dans Chant des esprits sur les eaux. Alors, qui sommes-nous?
personnes, des structures psychiques individualisées qui peut-être progressent, des êtres profondément éternels. Il apparaît que les hypothèses de renaissance prises dans leur ensemble sont trop divergentes pour répondre à cette question profonde. Leur convergence semble plutôt porter sur la description de rouages cycliques vécus par une substance psychique consciente au-delà de la vie et de la mort. Ainsi, au même titre que le physicien ne sait toujours pas réellement ce qu'est l'eau, mais que l'ingénieur peut en décrire les cycles, nous ne savons toujours pas vraiment qui nous sommes, mais nous pouvons peut-être en savoir plus sur les différents états que nous traverserions au-delà de la vie et de la mort. Le débat reste ouvert. Merci de votre attention.